Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission de Libre Parole. C'est toujours un plaisir de vous retrouver, vous savez. Voilà, c'est toujours un grand plaisir parce que déjà j'ai le plaisir de vous retrouver et en plus j'ai le plaisir à chaque fois d'accueillir un nouvel invité. Alors ce soir, j'ai un invité un peu, comment je pourrais le qualifier, un peu atypique. Voilà, on va dire ça comme ça. C'est un ancien médecin. Diplômé en cancérologie clinique, spécialiste en médecine naturelle et en soins énergétiques. Il est aussi conférencier, auteur de nombreux livres qui sont devenus d'ailleurs des best-sellers. Et ben donc ce soir, j'ai le plaisir d'accueillir Luc Bodin. Bonsoir Monsieur Janvier, bonsoir à tous. Je suis très heureux de participer à votre émission qui, je suis sûr, sera superbe. Eh bien, merci Luc. Bienvenue donc dans cette émission de TVADP. Alors, en fait, vous avez écrit, j'ai regardé un peu quand même votre parcours, vous avez écrit quand même la bagatelle de 35 livres. Waouh, moi qui suis écrivain, je reconnais, je suis un petit joueur. Donc, vous ne chômez quand même pas. Mais alors, pour l'heure, on va s'intéresser donc à votre petit dernier. Je pense que c'est votre petit dernier paru en 2023, donc aux éditions Guy Trédaniel, et qui s'appelle Tous ensemble vers un monde nouveau. Voilà, je le montre ici à l'écran. Tac, tac, tac. Voilà. Édition Guy Trédaniel, Tous ensemble vers un monde nouveau, et en bandeau, préparez-vous au changement. Alors, je le remontrerai bien entendu à la fin. Alors, si vous le permettez, Luc, avant qu'on commence la salve des questions, je vais lire le résumé, en fait. Je vais lire la 4e de couverture. C'est donc, voilà, le titre, c'est un véritable message d'espoir dans le chaos actuel. Nous vivons une époque de transformation fondamentale marquée par 3 phénomènes. Des événements majeurs qui touchent toute l'humanité, entre parenthèses guerre, pandémie, pénurie, pollution, fermez la parenthèse, des prophéties qui indiquent la fin du monde tel que nous l'avons connu, ainsi que l'augmentation du niveau vibratoire de la Terre, conséquence de l'arrivée d'énergie cosmique qui nous pousse vers le partage et la compassion. Nous sommes alors tiraillés entre 2 extrêmes, un monde sombre et un monde de lumière. Ce mouvement universel nous appelle à ouvrir notre esprit et notre conscience. Il s'agit d'une opportunité fantastique qui nous est proposée individuellement et collectivement. Si nous sommes nombreux à réaliser cette évolution, nous pouvons emmener l'ensemble de l'humanité vers cet âge d'or qui nous est annoncé par de nombreuses prophéties. C'est donc effectivement un résumé qui ne peut pas laisser de marbre. Et d'ailleurs, en préambule de votre livre, j'y ai lu, rien n'est écrit. Tout est en nous et dans les choix que nous faisons. N'est-ce pas? Alors, Luc, j'ai vu que c'était quand même assez dense. Votre livre est assez dense. Déjà, racontez-nous un peu votre parcours, parce qu'en fait, vous êtes diplômé en cancérologie, et puis tout d'un coup, vous êtes orienté vers autre chose, médecine naturelle, soins énergétiques. Déjà, est-ce que vous pourriez nous expliquer pourquoi? Oui, c'est une très bonne question. Il y a tout un cheminement qui s'est fait. Et ce qui a été surtout le détonateur, bon, il y a déjà eu mon père qui était médecin autrefois, qui me disait toujours quand j'étais ado, surtout Luc, ne fais jamais médecine. Donc, il faut ce genre de choses qu'il ne faut jamais dire à un ado, évidemment. Donc, lui était quand même parmi les premiers médecins en France qui a pratiqué l'acupuncture, l'homéopathie. Donc, il m'a ouvert un petit peu à ces médecines naturelles. Et puis, il y a eu aussi un phénomène autre, plus triste, c'était que ma mère a fait une grave rechute de son cancer à la fin quand j'étais interne et donc je l'ai piloté dans tous les services hospitaliers qui lui ont fait un travail remarquable, un accompagnement remarquable, des soins remarquables, mais j'ai remarqué aussi qu'il y avait des lacunes et c'est là que je me suis dit, une fois que je me suis installé, que je vais rechercher dans les médecines naturelles s'il n'y avait pas des éléments qu'on pouvait mettre en complémentarité, parce que moi j'ai toujours travaillé en complémentarité avec la médecine conventionnelle, il n'y a jamais été question d'alternatif. Et c'est là que j'ai commencé à faire toutes ces recherches, toutes ces formations en médecine naturelle, dont je ne ferai pas toute la liste parce qu'elles sont nombreuses et variées, mais elles m'ont beaucoup enseigné, beaucoup appris sur la vision de l'être humain autrement que la médecine conventionnelle.
pour moi, la médecine conventionnelle aujourd'hui est une médecine qui est toujours incontournable parce que tout simplement, elle dispose d'études qui sont remarquables, basées sur des milliers, des dizaines de milliers de personnes et avec des études statistiques et la médecine, ce que n'a absolument pas la médecine, les médecines naturelles. Et ce qui est pour ça que les médecines naturelles ne peuvent que compléter la médecine conventionnelle, mais quelquefois, elles peuvent aussi, lorsque la médecine conventionnelle n'a pas de solution, et ça arrive même plus souvent qu'on ne le pense, eh bien, à ce moment-là, les médecines naturelles peuvent peut-être apporter des solutions. Donc c'était le début et c'est pour ça que j'ai choisi de m'installer en tant que médecin homéopathe, c'était reconnu par l'ordre des médecins à l'époque, et acupuncteur. Voilà. D'accord, oui, effectivement, je comprends mieux et nous comprenons mieux effectivement le parcours. C'est un parcours assez intéressant d'ailleurs. Et effectivement, je ne peux être que d'accord avec ce que vous venez de dire, en ce sens que la médecine traditionnelle a ses points positifs et bien évidemment une médecine, les médecines conventionnelles, donc, et à côté une médecine complémentaire à base de soins naturels et de soins énergétiques, bien évidemment, vient complémenter. Et ça, je pense que c'est effectivement très, très vrai. Alors, dans votre livre, c'est assez dense. Je reconnais que vous abordez, en fait, un peu tout. Je parle au niveau ici des fléaux qui, pour l'instant, nous polluent, je dirais. Parler de géopolitique mondiale, de pollution chimique, de pollution électromagnétique, de déforestation, du manque d'eau potable, phénomène de la drogue, du surendettement de l'État. Enfin, ça embrasse, là, vous embrassez, je dirais, large. Est-ce que vous pourriez développer un peu pourquoi vous avez abordé un peu tous ces points? Bon, c'est très simple, c'est qu'en fait, quand on les entend dans l'actualité, on a tendance à aborder un problème. Le problème du réchauffement planétaire, le problème de la pénurie des matières premières, le problème de la pollution, etc. Mais ce que j'ai voulu dans ce livre, c'est non pas alarmer, angoisser, c'est pas mon but, mais c'est de dire, oui, mais maintenant, et si on fait le total de tout ça, si on additionne tout ce qu'il y a au-dessus de nos têtes, ça commence à faire des choses qui sont assez faramineuses. Et on s'aperçoit qu'on vit actuellement sur un baril de poudre en se demandant où ça va, où est-ce que ça va éclater en premier. Donc c'est pas pour être anxiogène que j'ai voulu, mais j'ai voulu simplement remettre les choses en disant regardez toute cette liste que vous connaissez, mais on les connaît séparément et quand on les met tous ensemble, là ça fait peur. Ah non, mais ça c'est tout à fait vrai. Si on commence à lister, si on commence à tout lister, c'est vrai que ça peut très rapidement devenir angoissant. Ça c'est un fait certain. Et pourtant, malheureusement, ce sont des faits réels. C'est vraiment une réalité. Alors réalité totalement occultée, nous sommes bien d'accord, par la doxa gouvernementale. Enfin, je dirais les doxas gouvernementales USA et UE, totalement occultées par les médias de masse qui elles-mêmes, de toute façon, sont inféodées de toute façon à la doxa gouvernementale. Donc c'est le serpent qui se mord la queue. Donc effectivement, il n'y a que par les médias libres et indépendants, que par le bouche-oreille et que par des livres et des éditeurs courageux, parce que écrire est déjà assez courageux quand on dénonce un certain nombre de choses, mais encore faut-il trouver un éditeur courageux qui accepte de publier derrière, et ce qui est loin d'être évident, et j'en sais quelque chose d'ailleurs aussi. Alors, vous abordez un point qu'il va falloir que vous nous expliquiez, parce que vous parlez de la baisse du champ magnétique terrestre et de la situation planétaire et cosmique. Alors là, je suis totalement profane, je vais vous dire, et là, il va falloir quand même que vous nous expliquiez un peu tout cela. La baisse du champ magnétique terrestre est quelque chose d'officiel, hein. Depuis le temps qu'il est mesuré, ce champ magnétique terrestre, on sait qu'il baisse de 5% par siècle. Donc ça, c'est officiel.
Après ça, l'autre, au niveau cosmique, les événements cosmiques, là, on est déjà plus dans l'aléatoire par rapport aux informations qu'ils sont, mais ça peut, à mon sens, ça peut très bien expliquer. Il y a un certain nombre d'auteurs qui affirment, qui semblent bien documentés, comme quoi, vous savez, la Terre tourne autour du Soleil, c'est bon, on le sait, mais le système solaire se déplace également d'une manière constante. Il se déplace également dans la galaxie, et il semblerait que nous passions dans une zone qui soit forte en énergie photonique pour certains et qui expliquerait la chose. Moi, je ne peux pas affirmer ce côté-là parce que j'ai pas les compétences par rapport à ça. Par contre, j'en vois moi les conséquences. J'en ai vu les conséquences en ce sens que j'ai noté, vous savez, je fais pas mal de soins énergétiques et j'étudie ça, je pratique ça depuis les années 80, 90, et donc je me suis aperçu que le niveau vibratoire de la Terre avait tendance à s'élever, et donc j'ai cherché le pourquoi. Est-ce que c'est un phénomène simplement de la Terre qui a son niveau vibratoire qui s'élève, et pourquoi et comment? Et j'ai recherché est-ce qu'il y a des changements au niveau du noyau de la Terre, donc j'ai rien trouvé de spécial pouvant expliquer cela. Et la seule explication que j'ai trouvée, qui me semble intéressante, et c'est que des énergies puissantes viennent de l'espace et viennent, je dirais, secouer la Terre et élever son niveau vibratoire. Mais ces énergies aussi viennent secouer tous les êtres humains et tout ce qui habite sur cette Terre, les animaux, les végétaux, etc. Tout en prend pour son grade par rapport à ça. Donc c'est l'explication que j'ai trouvée, qui me paraissait la plus, et qui rejoint un certain nombre d'autres auteurs qui ont étudié ça. Je dis aussi, ça n'a rien à voir avec la résonance de Schumann. Il y a beaucoup de personnes qui parlent de la résonance de Schumann par rapport à ça. C'est des choses qui sont tout à fait différentes. Le champ magnétique, et vous voyez, la baisse du champ magnétique aussi est importante, parce que depuis qu'on l'a mesuré, il a presque baissé de 10% depuis 2 siècles. Eh bien, comme il a baissé, c'est évident que la protection de la Terre est moindre. Donc, on comprend aussi que des énergies qui proviennent de l'espace, surtout si elles sont plus abondantes, peuvent venir percuter davantage tout ce qui vit sur cette terre. Voilà. Donc, c'est un petit peu comme ça mais si vous voulez, moi, j'ai surtout constaté l'élévation du niveau, et après ça, j'ai essayé de comprendre d'où cela pouvait venir, et les écrits que j'ai trouvés à droite et à gauche, et les tests et les examens que j'ai pu faire me semblaient concorder par rapport à ça. D'accord. D'ailleurs, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais par rapport à ce que vous évoquiez à l'instant, au niveau qu'on se prend de plus en plus sur la Terre, donc des rayonnements cosmiques, il faut quand même pas oublier que dans les années 60, les Américains ont trouvé une brillante idée, c'est d'envoyer quand même une bombe ou deux atomique, hein, je dis bien, dans la stratosphère. C'est-à-dire, ils ont créé un trou dans l'ozone tellement important qu'aujourd'hui, ils n'arrivent pas à le reboucher. Et ça, c'est documenté. Ce que je suis en train de vous dire là, c'est documenté. C'est-à-dire, j'ai réussi à mettre la main, pas que moi, on a réussi à regarder un peu. Et il est vrai qu'il y a des documents qui ont été classés évidemment top secret à l'époque, et qu'aujourd'hui qu'on a pu consulter, qu'on a pu se procurer. Donc, il est fait vraiment état que des scientifiques fous, parce que j'appelle ça complètement cinglés quand même, pour envoyer quand même une ou deux bombes atomiques dans la stratosphère et dans la ionosphère. Il faut quand même le faire. Ça a quand même déstabilisé la ceinture de Van Allen, faut le savoir. Alors depuis, il y a des trous. Il y a des trous dans l'ozone. Donc déjà, ça n'a pas dû arranger, à mon avis. Non, parce qu'il y avait, on avait parlé beaucoup, là, je ne connaissais pas l'histoire que vous me racontez, mais on parle beaucoup des trous de la couche d'ozone, et on dit youpi, on a réussi à les remplir, etc. Mais non, il y en a toujours, il y a un scientifique qu'on aurait vu il n'y a pas très longtemps encore, au-dessus de l'Amérique du Sud. Alors, c'était un scientifique. D'ailleurs, Luc, je pourrais vous envoyer le lien
vous pourrez consulter l'article, hein, parce que c'est pas sorti de mon chapeau, hein. Moi, tout en général, je m'avance jamais sur des hypothèses. J'essaye toujours d'avoir des faits documentés, etc. Donc, je vous enverrai le lien de l'article et comme ça, vous aurez le loisir. Il est traduit en français, mais enfin, si vous lisez anglais, il est disponible en anglais. Et je vous enverrai une copie de l'article, etc., qui relate donc justement cette expérimentation totalement débile, quoi. Mais alors, merci d'avance. de rien. Mais alors, j'en reviens un peu à cette histoire de taux vibratoire de la Terre, parce que est-ce que les grands pollueurs de la planète, parce que là on essaye de nous faire porter le chapeau à chaque fois sur ah bah oui, c'est à cause des citoyens ou même des vaches. J'ai vu ça en Irlande il y a pas longtemps, ils vont exterminer des vaches parce que soi-disant les vaches elles pètent les malheureuses, bah oui ça pète les ruminants et ce sont elles les vilaines responsables. Enfin bon bref, on est vraiment dirigé par des fous furieux des fois, enfin souvent même d'ailleurs et trop souvent. Mais en réalité, les grands pollueurs sont jamais inquiétés. Et alors en fait, donc, et la 5G, tout ça, qui sillonne quand même notre belle planète, euh, de plus en plus, même dans des pays d'ailleurs que j'aurais même pas soupçonné, et pourtant il y a des relais un peu partout. Est-ce que ça aussi, ça influe sur le taux vibratoire de la planète? Non, 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 on travaille sur des énergies, sur des vibrations tout à fait différentes par rapport à ça. Donc là, il n'y a pas de corrélation. Après ça, on peut parler aussi de toutes les nuisances que peut avoir, en particulier à partir sur certaines fréquences de cette 5G et des corrélations qu'il peut y avoir avec d'autres projets qui seront, par exemple, le projet HARP. Ah oui, d'accord, le projet ARP. Oui, oui, tout à fait. Tout à fait, tout à fait. Oui, là, ça me parle. Le projet ARP, absolument, oui, oui, il y a des personnes qui... Parce que bon, aujourd'hui, par exemple, sur le réchauffement planétaire, à mon sens, ça me paraît difficile de dire qu'il n'existe pas. Donc après ça, est-ce qu'il y a eu des périodes de réchauffement de la Terre qui ont existé? Okay. Donc il y a des choses qui ont été naturelles. Il y a eu des petites... il y a des petits hivers qui ont été... qui ont duré quelques siècles sur l'Europe et inversement. Et donc, ça a toujours existé. Mais certains prétendent, et là, moi, vous savez, je suis que rapporteur, et ça me parle quand même, c'est que pour ce réchauffement planétaire, ça pourrait être aussi quelque chose qui a été fait d'une manière artificielle. Ça pourrait, je ne sais pas, je n'ai pas de preuves personnellement, mais ça pourrait tout simplement parce que voyons un petit peu tout ce que ça va entraîner comme montée des eaux, désertification, etc. Et donc toutes les répercussions qu'il va y avoir sur la population. Alors vous parliez tout à l'heure de savants fous, malheureusement, et il n'y en avait pas que ceux qui ont lancé les bombes atomiques, il y en a d'autres. Et donc tout est toujours possible par rapport à... Surtout qu'au départ, il semblerait que le projet HARP était un projet militaire, en plus. Oui, absolument. C'est un projet militaire et c'est toujours d'ailleurs, de toute façon, c'est toujours un projet militaire. Mais, de toute façon, Oui, parce que l'information que j'avais eue, c'était que si on voulait créer un réchauffement planétaire, il fallait une puissance énergétique très importante. Et que même le projet HARP, proprement dit, par lui-même, ne suffisait pas. Donc, il y en a certains qui ont supposé, affirmé, j'en sais rien, que les fameux chemtrails que l'on connaît génèrent des produits qui feraient que l'énergie qui serait envoyée ne se partirait pas vers l'univers, mais reviendrait sur la Terre, et si bien qu'il n'y aurait besoin que d'une énergie beaucoup moins importante pour ainsi modifier le climat. Parce qu'on sait très bien qu'il y a des modifications, qu'il y a des expériences. Il y avait même, je me rappelle, c'était à l'époque, c'est pour dire, ça ne nous rajeunit pas, c'était aux Jeux olympiques de Pékin, il y avait les Chinois qui avaient déjà travaillé sur le temps pour qu'ils aient beau temps pendant les Jeux olympiques de Pékin. Alors on imagine toute l'avancée qu'il a pu y avoir dans cette recherche avec le temps. Et là encore, c'est comme tout, mis dans des bonnes mains, on peut faire des merveilles. C'est comme tout. C'est comme tout. Donc voilà, c'est la nature humaine qui est terrible. Et ce qui m'affole toujours, c'est de me dire, ces gens, il y a des gens qui cherchent toujours plus d'argent, plus de pouvoir. Et je dirais un peu, comme disait Coluche, mais jusqu'où s'arrêteront-ils? Et donc, c'est sans fin. Qu'est-ce qui va vraiment les satisfaire?
J'ai bien peur qu'il n'y ait pas grand-chose qui les satisfait jusqu'au jour où, voilà, jusqu'au jour où, à force de les mettre en lumière et de les dénoncer, à un moment donné, peut-être que, je sais pas, ils vont peut-être faire machine arrière. En tout cas, notre devoir, c'est de les mettre à la lumière et de leur dire, attendez, vous êtes gentils, ben non, vous n'êtes pas gentils du tout. Et ça commence à bien faire. Parce que quand on voit ce qui s'est passé au niveau des vaccins, soi-disant des vaccins anti-Covid, bon, bref, sur tout le délire sanitaire, j'appelle ça du délire sanitaire et du terrorisme viral, on ne peut que se dire que des scientifiques aujourd'hui, ils sont juste achetés par des commanditaires, que ce soit dans le domaine industriel, dans le domaine pharmaceutique, etc., etc. Et c'est ça le drame, c'est qu'il n'y a pas de recherche quasiment privée, je dirais bénévole, ou peu. Toute la recherche est malheureusement hyper financée, et bien évidemment un scientifique qui va aller là, ce vers quoi, et on l'a payé. Et c'est ça le drame. Hein. C'est pour ça que quand j'explique sur le réchauffement planétaire, sur le projet ARP, bon, moi je ne fais que dire ce qui me semble possible. J'ai pas les preuves, je suis pas scientifique, mais par exemple sur le Covid, je ne sais pas si vous avez écouté le discours du docteur comment s'appelle-t-il? Il s'appelle Bouillon. David Martin. Le discours de David Martin au Parlement européen sur l'histoire et l'origine du Covid, ça se passe de commentaires. Absolument, mais c'est quelque chose qu'on avait mis en exergue aussi avec mon ami Jean-Loup, puisqu'on est co-auteur de deux livres sur le sujet. Enfin, le premier pas entièrement sur le sujet, mais le deuxième oui. Et on l'avait déjà mis en exergue, et pas que nous d'ailleurs. Hein. Il y a des gens qui l'ont mis en exergue. Effectivement, il est venu confirmer tout à fait ce que nous avons dénoncé un certain nombre de gens, et il y a au début, quoi. Ah oui, oui, et qu'il faut continuer à dénoncer parce que malheureusement, même si le Covid-19 semble se diluer dans la masse, diluer dans la masse, il faut toujours faire attention à ce qu'il ne nous fasse pas arriver une autre, là, parce qu'une autre soi-disant pandémie fabriquée, parce que je ne peux à chaque fois pas m'empêcher de citer l'OMS qui est quand même en la personne d'un de ses cadres norvégiens, je me souviens plus son nom, a quand même déclaré en 2018 qu'il allait y avoir une maladie X, en 2018, hein, qui allait donc se déverser sur la planète, faire mourir un tas de gens, être très contagieux, etc. Une maladie X, alors ça, c'est très fort. Et le pire, c'est que dans les listes blueprint, donc une liste blueprint de l'OMS, ce sont des listes où ils recensent les maladies infectieuses et les virus. Et ils ont placé cette maladie X en dessous, juste en dessous, il y a l'Ebola. Bon, ça, tout le monde connaît. Il y a le Marburg, tout le monde connaît. Le Zika. Et en dessous, il y a la maladie X. Alors ça, je dis quand même, d'un organisme qui se veut scientifique, là, je n'y arrive pas, voyez-vous, et on n'y arrive pas. Ça colle pas. Ce qui m'a étonné tout au début de cette pandémie, c'est que on aurait sacrifié l'économie pour la santé des citoyens. Et c'était complètement à l'opposé de tout ce qui avait été fait autrefois. Et qu'est-ce qui a fait ce changement de pied? D'un seul coup, on s'intéresse à la santé des personnes et on se fiche de l'économie parce que on peut dépenser tout ce qu'on veut pour la santé. Et c'était un changement de paradigme qui m'a paru tout de suite anormal. Et sans parler la notion du coronavirus, qu'on connaissait déjà parfaitement, le coronavirus, mais évidemment, on n'était pas au courant de toutes les manipulations qui avaient pu être faites sur lui. Absolument, absolument, absolument. Alors, pour en revenir un peu à votre livre, de toute façon, on ne s'éloigne pas du sujet, puisque c'est assez vaste, en fait. Vous avez tout un chapitre sur les prophéties. Alors là, j'avoue que ça m'a attiré l'œil. Vous parlez de Reagan, Saint-Malachi, Edgar Cayce, les Indiens Hopi, vous parlez du calendrier Maya, etc. Vous pourriez développer un peu tout cet aspect de prophétie que vous avez étudié?
Oui, ben, j'ai toujours adoré tout ce qui était mythe, prophétie, légende, histoire secrète, je dirais quelque part, histoire interdite qu'on dirait, qu'on peut dire également. Et en fait, quand j'ai commencé à regarder, j'ai commencé à faire le tri en me disant bon, qu'est-ce qui qu'est-ce qui peut être intéressant et utilisable et qu'est-ce que, par exemple, les prophéties il y a beaucoup de prophéties qui sont incompréhensibles et qu'on ne comprend qu'une fois que c'est passé. Alors, je veux dire, pourquoi faire des prophéties qu'on peut comprendre qu'après, hein, je veux dire, bon, mais il y en a quelques-unes qui m'ont été pertinentes et il y en a parmi elles, c'est une de celles que j'aime le plus, c'est les prophéties de Saint Malachie, justement, qui était un moine du XIIe siècle, si je me souviens bien, et qui a donné des devises, 111 devises sur les 111 papes qui allaient arriver après le pape de son époque jusqu'à l'Apocalypse, c'est 111. Et le 111e devait être Benoît XVI, c'était Benoît XVI. D'accord. Et alors, la question s'est posée, oui, mais et François alors, et François. Alors, quand on lit le texte de Saint Malachie, il parle aussi d'une autre personne qui serait venue et qu'il a appelé Pierre le Romain et qui lui n'est pas présenté tout à fait comme un pape, mais qui serait vraiment le dernier dirigeant de l'Église. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut se poser la question par rapport, moi je ne suis pas spécialiste non plus en droit canonique, mais pour un certain nombre de personnes qui sont spécialistes en droit canonique, le pape François n'a pas été élu dans les règles du canon. Donc, il a toujours été élu comme étant un pape intermédiaire, je dirais quelque part. Donc, c'est peut-être pour ça qu'il ne fait pas partie des 111. Et pourquoi Pierre le Romain? Alors, j'ai un ami qui est assez documentaliste au Canada et qui avait fait des recherches sur François et sur le pape François, et lui avait trouvé ce qui n'est absolument pas dans la biographie du pape François qu'on retrouve officiellement, mais lui, il a découvert que le deuxième prénom du pape était Pierre et qu'il serait né dans une ville qui s'appelle Romano en Argentine. Voilà. Donc c'était voilà, c'est complètement à l'opposé de tout ce qui est présenté, expliqué officiellement là encore. Mais en tous les cas, si c'est vraiment lui le dernier, c'est le dernier des derniers. Donc il faut le bichonner, il faut le mettre dans le formol. Mais un peu comme les anciens dirigeants de l'Union soviétique. Et mais plus sans plaisanter, c'est que Apocalypse ne veut pas dire non plus destruction de la terre. Apocalypse, c'est le sens étymologique, c'est la révélation, la bonne parole. C'est le moment où on a les écailles qui nous tombent des yeux et qu'on voit ce qui était toujours devant nos yeux et qu'on voulait pas voir, en fait. C'est ça l'Apocalypse, c'est pas la destruction, c'est l'ouverture de l'esprit, en fait, l'ouverture de la conscience. Et c'est Ah, ça ce que ça veut dire. C'est tout à fait différent. C'est tout à fait différent. Ouais. oui, c'est mieux, parce que l'Apocalypse, évidemment, moi, dès que le mot apparaît, dans l'imaginaire, de suite, on voit des tsunamis, des immeubles qui s'écroulent, tout le monde mort. Enfin, on se dit, ouais, ouais, apocalypse. En revanche, oui, effectivement, si c'est l'éveil des consciences et si c'est un peu appréhender l'univers, la spiritualité, etc., là, tout à coup, ça me va beaucoup mieux, effectivement. Ah oui, C'est il y a une prophétie que j'aime bien aussi, c'est la prophétie des Indiens Hopi, qui, à mon sens, explique très bien aussi la situation actuelle. C'est qu'elle dit que l'univers évolue de plus en plus vers de plus en plus de conscience. C'est un peu comme une spirale, si vous voulez. Et en fait, ils le disent, l'univers a des étapes de son évolution de conscience. Nous serions dans une nouvelle étape de son évolution de conscience. Donc c'est pour expliquer les énergies qui arrivent là aussi. Et puis, mais ce qu'il ajoute aussi, c'est que les pensées des individus localement, les êtres humains, les pensées des êtres humains peuvent interférer sur cette évolution, c'est-à-dire provoquer un frein
là, l'évolution elle va vers la lumière. Mais localement, s'il y a vraiment des pensées perverses qui dominent la pensée humaine, à ce moment-là, ces pensées peuvent à elles seules bloquer l'évolution vers la lumière et faire bloquer sur le stade précédent avec tout ce qu'on a connu et ce qu'on connaît aujourd'hui, mais qui se serait développé malheureusement dans le mauvais sens. Oui, alors ça c'est bien, j'aime bien, mais alors d'un autre côté, comment fait-on avec quand on a des psychopathes au pouvoir? Parce que c'est ça le problème. C'est que pas qu'en France, parce que la France c'est une chose, mais je veux dire, il y a quand même énormément de pays qui sont dirigés, il faut bien l'avouer, par des psychopathes. Ouais. Euh, Et donc qui tire, alors, et oui, qui tire les allez-y. ficelles derrière. Non, non, je disais, et qui tire les ficelles derrière. Derrière ces personnes que vous qualifiez de psychopathes. Je, je ne dirais pas ce terme-là, mais Moi, je revendique, oui, pas de souci. mais c'est vrai que ils font les actions qu'ils font ne sont pas sont des actions qui sont pas dans le sens du bien de l'humanité. Ça c'est et des personnes qui le gouvernent. Ça c'est une évidence à mon sens. Et donc c'est des petits rois, des petits chefs, des petits. Et mais comment qu'on fait par rapport à ces personnes-là? Eh bien. Personnellement, moi, je crois foncièrement que notre esprit est très puissant. Déjà, il y a deux facettes. Il y a deux facettes pour moi. Hein, c'est ce que je vois, c'est que euh, pour ouvrir notre esprit, pour ouvrir notre conscience. Il y a bien sûr ces énergies, mais ces énergies, c'est un carburant. C'est-à-dire, c'est pas elles qui vont faire. C'est un peu comme quand on met de l'essence de la voiture, c'est pas ça qui va faire avancer. C'est fait avancer la voiture, mais il faut un conducteur qui soit là. Donc, c'est à nous de changer, d'évoluer, d'avancer et de développer notre pensée. Et pour s'ouvrir, on a l'esprit obtus. Il nous faut de temps en temps des situations difficiles pour avancer, pour comprendre. Et je dirais jusqu'où il va falloir qu'il nous mène pour qu'enfin on ouvre notre esprit et notre conscience, pour que les esprits s'ouvrent, pour que les écailles nous tombent des yeux. Et c'est là, c'est parce qu'on voit certaines choses, mais on en voit certainement, on en oublie certainement plein d'autres. Et donc, moi, je pense que moi, je suis un adepte de la réincarnation et je pense qu'on a choisi justement de vivre cette situation, cette société, cette époque parce que c'était la meilleure époque pour nous faire évoluer, avancer, progresser. Et ensuite, je vais vous donner un exemple. Je vais vous donner un exemple qui m'avait fait sourire il y a bien des années. Il y avait un ami qui travaillait un peu avec les militaires, paramilitaires et choses comme ça. Et puis il me dit, tu sais, Luc, les militaires travaillent pour essayer de nourrir les soldats au prana. Au prana. Donc je dis, oh, ça c'est génial. Alors lui, il souriait parce qu'il se dit, oui, ça fait moins de problèmes d'intendance, évidemment. On n'a pas besoin de leur envoyer la nourriture. Mais moi, c'était pas pour ça que je leur disais ça. Parce qu'en fait, si on veut se nourrir du prana, il n'y a qu'une seule solution, c'est qu'il faut monter notre niveau vibratoire. Et si on monte Alors, notre... excusez-moi, Luc, le prana, vous pourriez définir peut-être, parce que je pense qu'il y a des internautes, le prana, Le ça va pas prana, leur. c'est un peu comme ce dont se nourrissaient le peuple juif dans le désert, la manne qui leur tombait. C'est l'énergie qui vivent, c'est des personnes qui sont capables de vivre sans manger, sans boire. Il y a il y a plusieurs centaines de personnes qui le font et qui se nourrissent des énergies environnementales. Mais pour ça, il faut monter son niveau vibratoire pour se nourrir de ça. On peut pas, c'est pas un jeûne, hein, par exemple, c'est pas en arrêtant de manger, ça serait une catastrophe là. Et donc il y a toute une préparation par rapport à ça. Mais si les personnes montent leur niveau vibratoire pour se nourrir du prana, ils vont changer de paradigme, ils vont monter de vibration, ils vont être obligés de penser différemment. Et je pense sincèrement que nous pouvons aussi interférer bénéfiquement. Par exemple, je dis toujours, si on envoie de l'amour à nos dirigeants. Il y en a plein qui disent ah ben non, pas à lui, pas à lui, pas à lui. Mais si on envoie de l'amour à nos dirigeants, qu'est-ce que ça va faire? C'est que ça va en monter leur niveau vibratoire. Pas faux. Et si on monte leur niveau vibratoire, est-ce que ça ne pourra pas avoir un effet bénéfique? Donc, est-ce que ça les aidera pas à éclairer, à prendre des meilleures décisions, à voir des choses autrement? Donc, c'est un peu là-dessus
que je vois et qui a des possibilités parce que justement, avec les nouvelles énergies qui nous arrivent, nous avons une capacité psychologique, psychique, mentale qui s'est beaucoup développée. Et là, on peut la développer, comme toujours, c'est l'épée à double tranchant. Mais si on l'utilise avec ces énergies très puissantes qui sont la compassion, l'amour, la justice, etc., eh bien, on peut, à mon sens, changer les choses. C'est pas faux. C'est pas faux, effectivement. J'avoue que je me dis envoyer de l'admiration à des dirigeants qui nous ont harcelés depuis, par exemple, la crise sanitaire. C'est vrai que je vais avoir un petit peu de mal. J'ai plutôt envie quelquefois de leur... Bon, bref, je ne le dirai pas. Mais bon, passons. Mais c'est vrai que c'est pas faux. Effectivement, plus on envoie de l'admiration serait un peu un solvant, c'est-à-dire arriverait à dissoudre un peu. L'admiration et les pensées élevées. Vous savez, on ne combat pas l'ombre par l'ombre. On combat Mm. l'ombre avec de la lumière. On ne combat pas le feu avec le feu. On ne combat pas l'agressivité avec l'agressivité. On va utiliser l'opposé, justement. Et qu'est-ce qui va être le plus délétère pour les forces de l'ombre, on va dire, pour rester dans la grande généralité, eh bien, c'est d'être dans la pensée positive et si dans la pensée d'amour. Et on ne viendra pas vous voir. Dites donc, Monsieur Janvier, c'est pas vous qui avez envoyé de l'amour au président hier soir à 17h30. Vous savez que c'est interdit par la loi, là. Hein, attention, on peut vous en... Peut-être me fondre d'une lettre d'amour à Emmanuel Macron, je ne sais pas. Ah, n'allez pas trop loin quand même. N'allez pas trop Bon, je ne vais pas aller trop loin. Vous affolez pas, j'irai pas trop loin. Donc, quand je dis ça, quand même, sinon après, ça va pas, ça va être mal interprété. Ça va jaser. Ça va jaser. Non, écoutez, c'est très intéressant, effectivement. Le point de vue est intéressant parce que, bon, c'est vrai que moi, trop souvent, je le reconnais, hein, je suis un peu dans la réaction. Bon, d'un autre côté, je suis pas forcément, bien entendu, je vais pas me mettre dans l'agressivité. Je suis pas agressif, si vous voulez. Je peux être acerbe, c'est vrai. On m'a souvent qualifié d'écrivain polémiste. Pas faux, parce qu'effectivement, j'aime bien titiller, j'aime bien un peu, voilà. À part ça, non, à part ça, je pense que j'ai un certain amour et une certaine degré, effectivement, de compassion envers l'humanité, bien que quelquefois, ça Ah, soit un peu lourd. il y a des Mais fois, c'est plus difficile que d'autres, mais ce qu'il ne faut pas oublier non plus, c'est que d'être dans l'amour, dans la justice, etc., ne veut pas dire qu'on est bisounours. Ne je veut pas dire qu'on va accepter tout en disant oui, tout est bien et tout est magnifique. Et je dirais que même il y va de notre intégrité de nous opposer aux éléments, aux lois liberticides, aux phénomènes c'est notre intégrité. On reste dans notre intégrité par rapport à ça. Donc, mais on va rester dans notre intégrité en donnant notre opinion, en respectant les personnes qui sont en face de nous et en essayant de leur envoyer. Souvent, je me dis, quand je vois tous ces êtres qui font des souffrances autour d'eux, que ce soit à l'échelon individuel ou général, mais je veux dire, qu'est-ce qu'il faut qu'ils soient mal pour arriver à faire des choses comme ça? Qu'est-ce qu'il faut qu'ils soient malheureux pour arriver à faire des choses comme ça? Et donc, c'est pour ça qu'il faut vraiment avoir une certaine compassion par rapport à tous ces êtres qui cherchent le pouvoir. Mais quand ils l'auront, le pouvoir, s'ils l'ont le pouvoir un jour, s'ils ont tout, s'ils sont les chefs de la Terre, et qu'est-ce qu'ils viendront? Qu'est-ce qu'ils voudront d'autre? Le jeu sera fini et ça ne les intéressera plus. bah, peut-être qu'ils voudront être chefs de la Lune, mais pour l'instant, sur la Lune, il n'y a pas grand-chose. Alors peut-être qu'après, si les voyages intergalactiques sont au point, peut-être qu'ils voudront être chefs. Vous savez, quelquefois, ce sont des idées fixes. Mais en tout cas, je reviens un peu sur ce que vous disiez au niveau énergie onde positive. C'est vrai que moi, je reconnais que pendant quelques années avec mon épouse, on était sur Rocamadour par là dans le coin. Et c'est vrai que Rocamadour, j'avais été frappé parce que dans le sanctuaire de Rocamadour, il y a une Vierge Noire. Et quand on pénètre dans ce sanctuaire, on est frappé par l'atmosphère qui y règne. C'est-à-dire qu'il y a tellement de gens qui viennent, je ne sais pas combien il y en a par an, mais je crois que ça dépasse le million de personnes qui viennent et qui mettent une énergie positive donc sur cette statue donc qui est une Vierge Noire. Et c'est vrai qu'à force,
ça a créé un égrégore, si vous voyez ce que je veux dire. Et en même temps, on s'y sent un peu, c'est presque, comment dire, c'est presque hors du temps. C'est-à-dire qu'il y a, tout d'un coup, même si quelqu'un n'y croit pas, on ne peut être que frappé par tout ce que ça émane. Et donc, je pense qu'effectivement, à force de mettre de l'énergie positive et des ondes positives, je pense réellement que vous avez raison et que ça peut réellement changer quelque chose. Ouais, ouais. Vous savez, il y avait quelques années, on sait par exemple que le Saint-Suaire de Turin est un faux. Il aurait Ah peut-être bon? été par Léonard de Vinci, etc. Ça, je savais pas ça. Et il y avait, parce qu'ils avaient fait une étude au carbone 14 qui réfutait l'idée que ça vienne de l'époque de Jésus. Et il y avait la question qui avait été posée évidemment au Vatican, qui avait été bien embêté vu les résultats du carbone 14. Et ils ont répondu une chose qui, à mon sens, est très juste. Ils ont dit, mais depuis le temps qu'il y a des personnes qui viennent prier dessus, c'est devenu un lieu saint, c'est devenu un objet saint. C'est ça. Parce que et là, je vais vous dire, vous avez dit une chose qui était extrêmement intéressante, parmi deux autres, toutes les autres que vous avez dites également, bien sûr, mais c'est un coup de brosse à reluire. Donc là, l'élément, c'est que quand vous étiez dans ce lieu, vous vous sentiez bien, vous vous sentiez en harmonie, vous vous sentiez élevé. Eh bien, c'est exactement ce qui est en train de se passer avec les énergies qui nous arrivent sur la Terre. Ils nous poussent vers le haut. Mais tous les événements qu'on vit dans le monde matériel nous poussent vers le bas. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de personnes qui sont si mal aujourd'hui, parce qu'elles se sentent tiraillées entre ce qui les aspire, un petit peu comme on est dans un lieu saint, et tous les problèmes qu'il y a à gérer dans la vie quotidienne, avec l'inflation, avec le chômage, avec tout le reste. Et donc, c'est pour ça qu'il y a ce mal-être qui est là, et que les personnes essayent d'oublier, parce que en vivant, en allant en vacances, en essayant de reprendre la vie qu'ils avaient avant la pandémie, etc. Ils ont envie de vivre tout simplement, ce que je comprends très très bien, mais il ne faut pas oublier tout ce que on a appris, tout ce qu'on a pu décider aussi, ressentir au cours de cette pandémie, et qui nous a porté vers des choses qui sont supérieures, on peut le dire, et qui nous permettent d'appréhender aussi la situation d'une manière différente. C'est-à-dire que on regardera la situation non pas avec indifférence, mais avec davantage de compassion, de compréhension, de tolérance, etc. Ça permet de vivre les événements déjà plus sereinement, mais comme je le disais, on a le droit de s'opposer, mais non pas s'y opposer par la violence, parce que je trouve ça malheureux quand je vois certaines manifestations où il y a de la casseur, où il y a des policiers qui sont blessés, des manifestants, voire des morts. Je veux dire que ça, c'est pas supportable, ça. Pas au XXIe siècle. Pas au XXIe siècle. C'est vrai, je suis entièrement d'accord avec vous. Alors, alors vous soignez, enfin vous soignez, disons, vous procurez des soins énergétiques. Je vais reformuler la question. Et parce que sinon, je sais qu'après, vous pourrez vous prendre. Mais alors donc, vous êtes un peu, si je comprends bien, un peu magnétiseur, ou vous utilisez l'énergie, ou Alors, oui, ce qu'il faut savoir, c'est que je n'exerce plus. Donc déjà, j'exerce plus en tant que médecin, en tant que thérapeute, en tant qu'énergéticien, etc. Je n'exerce plus. Mon rôle est plutôt de transmettre aux personnes des techniques que j'ai expérimentées. Donc il y a les soins énergétiques, il y a le Ho'oponopono, il y a Aura, il y a les techniques psycho-énergétiques, etc. Donc des techniques que les personnes peuvent faire par elles-mêmes, tranquillement. Et ça, on aura toujours besoin de thérapeutes, etc. Alors, les soins énergétiques que je transmets, c'est des soins qui sont un petit peu un pot pourri de toutes les expérimentations, toutes les expériences que j'ai pu avoir en faisant, parce que j'ai beaucoup voyagé, j'adore voyager, et donc j'ai rencontré les amchis au Tibet, les médecins traditionnels chinois, j'ai vu des guérisseurs philippins, brésiliens, etc., etc. Donc, mais sans parler de nos rebouteux, de nos magnétiseurs qui étaient dans mon cabinet et qui m'ont transmis aussi, par exemple, la prière du feu. La prière du feu est un excellent exemple, la prière du feu, et qui rentre même dans certains hôpitaux. Certains hôpitaux font venir des barreurs de feu pour soulager les grands brûlés. Alors attendez, c'est quoi la prière du feu? Parce que là,
Bah, la prière du feu, c'est une prière, mais tout le monde peut la faire. C'est une prière qui n'est pas, c'est une connotation chrétienne, mais tout le monde peut la réaliser parce qu'il y a d'autres. Quand j'ai travaillé au Tibet, il y avait des mantras qui étaient similaires, etc. Ce sont des prières qu'on travaille pour capter les énergies de la brûlure, qui captent la douleur. Ça ne soigne pas, on est bien d'accord. Ça ne va pas remplacer les soins, mais ça va soulager les personnes. Et les personnes qui sont des grands brûlés dans les grands centres d'hospitalisation, etc., au 3e degré, il y a certains centres qui font venir des barreurs de feu pour soulager les patients. Il y avait même un magnétiseur qui avait été dans un service hospitalier, il travaillait dans le service hospitalier et le médecin disait je ne sais pas ce qu'il fait, je comprends pas, c'est en dehors de ma compétence. Je vois que ça fait pas de mal aux malades, mais que ça leur fait même du bien. Et donc, il peut continuer à œuvrer. Donc, on travaille sur l'énergie. Et qu'est-ce que c'est que l'énergie? Pourquoi l'énergie? Eh bien, ce qu'il faut, c'est remonter au B à bas. C'est-à-dire de quoi nous sommes constitués. C'est-à-dire que chaque particule, la physique quantique nous l'a bien montré, chaque particule de l'univers entier, et c'est une concentration d'énergie. C'est de l'énergie concentrée. Et cette énergie se transforme en particules, etc. Donc, et ces particules vont s'associer pour former des atomes, des molécules, des protéines, des cellules, des organes et des individus. Si bien que nous sommes des êtres énergétiques avant d'être chimiques, avant d'être biologiques. Et donc, à ce moment-là, on commence à comprendre comment ça fonctionne. Comment ça fonctionne. Et si on rajoute un petit peu des visions de l'acupuncture avec la circulation énergétique dans les méridiens, si on rajoute la vision de l'Ayurveda avec les corps subtils, avec les chakras, etc., là, on commence à visualiser un être énergétique. Et donc, les soins énergétiques vont, eux, travailler pour remettre l'harmonie, l'équilibre dans ce corps. Parce que nous sommes toujours faits pour vivre en équilibre entre l'extérieur et l'intérieur. Tant qu'il n'y a pas de blocage, tant que ça circule, tout ça, nous sommes au top de nos états de défense. Et quand il y a un blocage, une baisse énergétique, etc., là, on ouvre la porte à une possible problème physique. Ça, c'est le point de vue, bien sûr, de l'énergie. Et c'est là-dessus qu'on travaille au niveau des soins énergétiques. D'accord. Mais de toute façon, c'est un peu la médecine chinoise. Hein. C'est la Le, médecine chinoise, mais qui va plus loin que la médecine chinoise. Voilà. Mais la médecine chinoise, moi, on voit ça avec les maîtres Qi, parce que dans les médecines traditionnelles, dans les hôpitaux de médecine traditionnelle chinoise en Chine, il y a toujours trois médecins. Il y a le médecin acupuncteur, ok. Il y a le médecin qui va être phytothérapeute et qui va donner aussi des enseignements diététiques, et il y a le maître Qigong qui travaille, lui, sur les énergies. Là, il travaillerait plus à la mode des énergies que je vous évoque. J'ai vu des pontes dans des pointures, hein, des gens, waouh, ouais. je suis loin de faire ce qu'ils font. Ah oui, je pense qu'il y a vraiment des pointures. Mais d'ailleurs, dans la médecine chinoise, si vous tombez malade, c'est que les médecins ont échoué. C'est complètement à l'inverse. Oui, c'est-à-dire il faut que le patient fasse un contrat avec son médecin et aille voir son médecin quand il n'est pas malade pour que le médecin l'examine. Et si malgré tout, les soins des médecins, il tombait malade, à ce moment-là, il payait moins cher le médecin qui était prévu dans le contrat. C'est ça. Mais si on regarde bien, c'est quand même plus logique que dans notre médecine, je dirais, allopathique. C'est plus logique. On va voir des praticiens pour se maintenir en bonne santé, plutôt que d'aller les voir quand tout d'un coup il y a tout un immeuble qui vous tombe sur le coin sur le coin du nez et que là on se dit mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? Ah oui, je suis pas bien. Boum, je vais voir le toubib. Effectivement, c'est un peu ce que je fais moi. Je le reconnais avec un ostéopathe. Je vais voir un ostéopathe une fois par an en général. C'est clac clac clac. Il me remet un petit peu parce que des fois le dos parce que bon voilà. Mais j'attends pas d'être coincé pour aller voir. J'y vais une fois par an, il dit ça va bien, oui, super, clac, 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 il me remet le corps en place et c'est absolument parfait. Ah oui, et oui. Et on n'imagine pas d'ailleurs combien les problèmes ostéopathiques peuvent avoir des répercussions sur l'état de santé des organes. Et c'est pour ça que les chiropracteurs aux États-Unis passent pratiquement avant même les médecins parce que c'est essentiel. Ouais. Mais pour revenir à la médecine traditionnelle, tout ça c'est de la médecine préventive. Et ça c'est la meilleure médecine. Et en plus, la différence, c'est que la médecine chinoise, à l'origine, s'est intéressée sur l'équilibre des êtres vivants.
Tandis oui. que nous, on a travaillé sur les êtres vivants en bonne santé. Et nous, on a travaillé sur les êtres malades ou les morts avec les autopsies, avec tout ça. Et donc, c'était des médecines qui ont des points de vue tout à fait différents, mais ça n'empêche qu'il y a des complémentarités qui sont extrêmement intéressantes à faire. Absolument, absolument, absolument. Alors, c'est passionnant. Alors, vous avez passé plusieurs années donc en Chine aussi, au Tibet. Non, j'ai pas plusieurs années. J'y suis allé plusieurs fois, en Chine en particulier. Et puis après ça, j'ai fait une mission humanitaire au Tibet pendant 3, 4 mois à 4 400 mètres d'altitude, entouré des yaks, des nomades, etc. Et tout près d'un monastère. Et c'est une expérience hors du temps, là. C'était magnifique. J'imagine, ouais, j'imagine. Vous avez poussé jusqu'au Potala ou... Ah oui, 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 oui. Ben là, j'ai eu la chance d'aller au Potala il y a maintenant, oui, ça va bientôt faire une vingtaine d'années. Donc, il y avait encore, parce que là maintenant, bah, évidemment, ils sont entourés. Bon, c'est C'est la vie. Hein. oui, Ouais. c'est pareil, mais d'accord. Ah oui, oui, donc c'est bien. Ah, oui, ok, ouais. Et alors, il y a un livre qui m'a intrigué chez vous, c'est quand vous parlez, alors j'arrive pas à le prononcer, de les techniques à... Ho'oponopono. Oui, voilà. Excusez-moi, je suis pas... Ho'oponopono. J'étais sûr que c'était celui-là que vous aviez du mal à prononcer. Oui, voilà. Ça m'a interpellé. Si vous pouviez nous en toucher deux mots. Oui, Ho'oponopono est quelque chose, est une, le principe avec Ho'oponopono, ça rejoint, ben, c'est une méthode ancestrale qui a été mise au point par les populations hawaïennes, polynésiennes, hein, et qui est une méthode de réconciliation. Après ça, le principe est devenu, on l'a fait pour une méthode individuelle. Le principe est simple, c'est que nous sommes responsables à 100% de tout ce qui nous arrive, de près ou de loin. Avec nos pensées positives, nous créons un monde harmonieux, une vie harmonieuse. Avec nos pensées négatives, nous allons vivre des situations désagréables. Mais si nous changeons nos pensées, à ce moment-là, là, nous allons pouvoir redéclencher. Et là, pourquoi nous avons des pensées désagréables, des négatives, etc. C'est parce que tout simplement, nous avons derrière des croyances, des valeurs, des peurs qui font que inconscientes et qui vont à ce moment-là, ces peurs, vous savez, on est dominé par l'inconscient, c'est nos pensées inconscientes qui nous dominent, et c'est elles qui attirent les situations désagréables. En d'autres termes, c'est quand on a une situation désagréable, ça veut dire qu'il y a des pensées négatives, des croyances erronées à éliminer. Et Ho'oponopono permet d'éliminer ces pensées erronées et de changer la situation. Donc, soit ça change la situation, soit ça change notre vision de la situation, et qui fait que la situation n'est plus conflictuelle. Ah oui, très très bien. Parce que c'est quand même pas évident d'arriver à faire table rase sur tout ce qu'on peut appeler les pensées négatives et tout le stress, l'accumulation des chagrins, des pertes, en bref, tout ce qui est négatif, en fait. C'est pas si évident que ça de faire table rase, parce que quelque part, la frontière entre le souvenir de quelqu'un ou de quelque chose et la perte qui peut être inhérente à ce souvenir, c'est pas si évident que ça à démarquer les choses. Hein. Ben, vous savez, c'est là que j'ai développé un certain nombre, enfin c'est pour moi qui les ai inventés pour la plupart, certaines oui, mais pas toutes. Ho'oponopono, c'est pas moi, j'ai transmis ce que j'avais appris de Hawaï et en Polynésie, mais sont des techniques individuelles d'autonomie. Et c'est ça qui est intéressant. C'est-à-dire que ça ne remplacera pas les médecins, les psychologues, les thérapeutes dans les cas importants, mais ça peut déjà nous permettre de nettoyer par nous-mêmes un certain nombre de problèmes, tant physiques que psychologiques. Parce on parle de Ho'oponopono, mais il y a la méthode Aora, il y a les techniques de l'EFT, les soins énergétiques que tout le monde peut pratiquer. Les soins énergétiques sont des techniques il n'y a plus besoin du don, il n'y a plus besoin de tout ça, tout le monde peut les faire. Et donc tout ça sont des techniques de libération des méridiens. Il y a plein de techniques que je transmets, que je montre, que je dis enseigner, j'aime pas ce terme-là, que je transmets, c'est plus exactement ce mot que je préfère. Et à ce moment-là, pour que les personnes deviennent autonomes et puissent déjà solutionner. Ho'oponopono, c'est pas un traitement. Ho'oponopono, c'est un mode de vie.
C'est-à-dire que, et ça qui est intéressant, c'est que si on considère qu'on est à 100% responsable, ça veut dire que les autres n'y sont pour rien. Donc il faut arrêter de les accuser. Alors ça va pas être facile pour pas mal de gens à accepter déjà. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Mais ça n'empêche que c'est le B à bas de la loi d'attraction, de la pensée, de tout ce qui nous arrive. Mais à partir du moment où on accepte que c'est nous qui avons créé la chose, à ce moment-là, on peut nous le décréer. Nous reprenons le pouvoir. Par contre, si on dit que c'est la faute du voisin, de son mari, de sa femme, du patron, etc., là, on est subordonné à la bonne volonté du patron, de sa femme, de son mari, de son. Et donc là, on n'a plus le pouvoir et on reste coincé là-dessus. Avec Ho'oponopono, on reprend les rênes, on reprend le pouvoir et on se dit c'est moi qui l'ai créé, donc moi je vais effacer la mémoire erronée qui a créé cet événement. Et ça, donc, comme je le disais tout de suite, soit ça va changer l'événement, soit ça va changer ma vision de l'événement et la rendra ainsi non conflictuelle. Donc c'est une reprise de notre pouvoir, c'est ça qui est intéressant par rapport à ça. Mais l'effort, c'est de se dire, et c'est complètement opposé à la pensée habituelle, c'est que c'est nous qui créons. Nous ne sommes pas des victimes. Et ça. Oui, ça c'est la notion de responsabilité. Marqué, j'aime bien parce que effectivement, alors ça, d'un côté, oui, on se dit, bien sûr, là je suis entièrement d'accord avec vous. De l'autre, on se dit, mais quand même, être responsable de tout à 100%, ouais, des fois, Ah ça. ouais. Bon. Vous savez, quand vous êtes en engueulade avec un ami et que vous vous dites après, bon, allez, c'est moi qui suis responsable à 100%, il y a le col qui se resserre là d'un seul coup. Là, on a du mal à le faire passer parce que c'est toujours l'autre qui est imbécile. Nous, c'est pas nous. Nous, on est d'une petite colombe blanche que rien ne vient toucher, etc. Donc, Bah oui. évidemment. Et donc, d'un seul coup, si on se dit, oui, c'est nous, et si j'efface la mémoire erronée, je vais changer la situation, waouh! Là, ça fait. Et c'est pour ça que ça se fait sur les petites choses et comme les grandes choses. Et il y avait une personne comme ça qui avait écrit un article dans un journal bien connu sur Ho'oponopono, et elle dit bon, allez, c'est encore un livre d'évolution personnelle. Mais comme elle devait écrire l'article, elle a quand même lu le bouquin et puis elle est partie déjeuner avec son amie, avec qui elle vivait quelque chose. C'est elle qui raconte ça dans son article. Hein. Moi, je l'ai jamais vu cette femme. Et elle raconte qu'il y a eu un clash avec son mari, alors qu'il vivait, enfin avec son ami, alors qu'il vivait quelque chose de merveilleux. Donc elle retourne au boulot, très triste évidemment, et puis elle tombe sur Ho'oponopono, et puis le bouquin Ho'oponopono, puis elle dit bon bah tiens, bah, on va voir si ça marche ce truc-là. Et donc elle a fait Ho'oponopono et elle a raconté qu'elle n'avait pas fait Ho'oponopono 2-3 fois, qu'il y avait son ami qui téléphonait pour se réconcilier. Alors on peut dire oui, mais il aura peut-être téléphoné sans qu'elle fasse Ho'oponopono. Chacun voit ce qu'il veut. On voit chacun ce qu'il veut. Et de toute façon, chacun verra toujours ce qu'il veut, mais il n'empêche que c'est effectivement sensé. C'est-à-dire tout ce que vous venez d'expliquer est tout à fait sensé. Alors, c'est peut-être dur à avaler, hein, ça je peux le concevoir, mais c'est sensé. Et ouais. Alors Luc, l'heure avance et en fait, bah, on arrive presque pratiquement à la fin de cette émission. Ça passe vite, à 1 heure. Alors, avant de vous donner le mot de la fin, je remonte un peu votre livre. Donc voilà, tous ensemble vers un monde nouveau. Hein. Préparez-vous au changement aux éditions Guy Trédaniel. Procurez-vous ce livre. Franchement, voilà. Oui. Parce qu'il faudrait dire quand même pour les personnes qui nous regardent, c'est qu'on a parlé un petit peu des choses qui fâchent, des choses qui sont difficiles, des choses qui sont. Mais donc ce livre a aussi une grande partie qui explique comment nous pouvons nous adapter pour ce changement vibratoire, pour suivre ce mouvement vibratoire, mais aussi tous ensemble pouvoir justement changer le monde, parce que là on voit bien, on a les deux mondes qui sont là sous nos yeux. La pire des choses qu'ils puissent faire, c'est de ne rien faire, justement. Et donc, soit on penche d'un côté, soit on penche de l'autre. Mais il faut, et si on veut aller vers la lumière, eh bien, il y a des choses à faire. Et c'est ce que j'explique dans ce livre, qui est un livre, comme on le disait au tout début de cette émission, c'est un livre d'espoir. Absolument. Et d'ailleurs, dans ce monde où, quand même, les mauvaises nouvelles sont jour après jour assénées à grand renfort de médias propagandistes, un message d'espoir est effectivement essentiel et vital.
Parce qu'effectivement, on peut très vite se retrouver submergé par la tonne de propagande et de mauvaises nouvelles assénées tous les jours que Dieu fait. Luc, c'était franchement un moment fort sympathique. En conclusion, donc vous l'avez quasiment dit, et je vous laisse conclure vite le petit mot de la fin. Alors, je vais conclure vite le petit mot de la fin en disant à tout le monde, à tous ceux qui sont là et qui m'écoutent, je dirais, soyez heureux, heureuses. C'est-à-dire que quand vous avez des choix à faire, faites toujours le choix du bonheur, faites toujours le choix de l'amour, restez dans votre intégrité et c'est là où vous serez bien. Je n'ai rien à ajouter, à part un grand merci, Luc, d'avoir accepté notre invitation. C'était un réel plaisir. Et merci beaucoup. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis et à la semaine prochaine, bien évidemment, pour une nouvelle émission de Libre Parole et toujours pareil, diffuser, relayer les émissions, les informations. Il n'y a que comme ça que les gens peuvent être informés. Merci beaucoup et à bientôt.